Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Vox Live, votre émission de débat où nous explorons les enjeux cruciaux qui façonnent notre continent. Ce soir, nous abordons une question fondamentale. L'Afrique est-elle en train de devenir le théâtre de missions de maintien de la paix ou de conflits ouverts? Depuis des décennies, les missions de maintien de la paix ont été le pilier essentiel pour stabiliser les régions en crise et protéger les civils dans des zones de conflit. Mais la réalité sur le terrain est bien plus complexe. Les interventions internationales visent-elles réellement à instaurer une paix durable ou sont-elles devenues des instruments de gestion de crise qui exacerbent parfois des tensions locales? Pour en discuter, nous avons réuni un panel d'experts. Jacques Mounombo, bonsoir. Bonsoir madame, merci de m'accueillir. Vous êtes analyste politique et ingénieur géologue. C'est bien cela. Je me tourne vers vous, Frédéric Tchoungui. Vous êtes analyste politique. Merci de me recevoir. Bonjour. Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Alors, on l'a évoqué, actuellement sur le continent, il y a 5 opérations de maintien de la paix de l'ONU. Donc en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Sahara occidental, au Sud-Soudan et dans la région contestée de l'Abyei au Soudan. On l'a évoqué, ces missions, elles sont entachées de scandales, d'atteintes aux droits de l'homme pour certains et de crimes de guerre. Il y a évidemment la méfiance des populations locales. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ces missions de maintien de la paix, elles sont encore considérées comme des missions de maintien de la paix ? Déjà, il faut d'emblée dire que l'Afrique telle qu'elle se présente aujourd'hui, on peut déjà dire que l'Afrique n'est pas totalement en sécurité. Il suffit juste de voir un peu comment est-ce que l'Afrique est en train de subir des coups durs venant du monde occidental. Notamment, vous avez parlé de la RDC. Et la RDC est une crise politique qui est en train de se dérouler là-bas depuis 1998. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2024. On peut parler déjà de plus de 2 décennies, sinon pratiquement 3 décennies. Donc on voit très bien que du côté de l'Est, à Goma, Kivu, en fait, les femmes sont violées, les enfants sont tués, et voilà, même les hommes, les grandes personnes sont tuées, sont assassinées et tout. Et il y a une sorte de silence de mort de la part de la communauté internationale. Alors que l'ONU devrait quand même regarder ce côté-là parce que, voyez-vous, la crise qui se trouve en RDC, c'est une crise, on a l'impression qu'elle n'est pas aussi médiatisée comme celle de Gaza ou encore de l'Ukraine. Est-ce que c'est une omerta volontaire? Oui, je pense que c'est une question vraiment, on peut dire peut-être c'est volontaire parce que vous allez voir, il y a toujours cette géométrie variable, sinon ce 2 poids 2 mesures de la part des Occidentaux. Quand il s'agit de l'Afrique, ils font semblant de regarder ailleurs. Mais quand il s'agit par exemple de l'Ukraine, c'est tous les médias qui en parlent. On voit aussi à Gaza, c'est tous les médias qui en parlent. Alors qu'en RDC, on voit très bien que le pays est en train de traverser une crise politique mais très dure. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de plus de 6 millions de morts. Mais il n'y a pas que la RDC. Vous partez aussi au Soudan. Au Soudan, on parle de 14 000 morts. Donc on voit très bien que c'est une situation qui est tout à fait ubuesque. Elle nous fait très mal en tant qu'Africains parce que nous, ce que nous prenons, c'est l'unité de l'Afrique. Et lorsqu'un pays africain est touché, cela ne peut que nous révolter, mais sinon, on ne peut que compatir. Donc je crois que le long de cette émission, on aura peut-être plus d'éléments pour essayer un peu de décrypter l'actualité du continent. Frédéric, quelle efficacité aujourd'hui de ces missions-là? Alors le gros problème que nous avons en Afrique, je pense, c'est que nous attendons souvent que l'aide vienne de l'extérieur et nous ne nous organisons pas. Bon, je prends quand même l'exemple de l'Union africaine qui a créé en 2004 une force d'attente pour pouvoir intervenir dans les différentes régions d'Afrique. Donc on voit qu'il y a déjà une envie, mais le gros problème c'est qu'il manque de moyens. Et c'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est que nous avons un problème de moyens. C'est-à-dire que pour se déployer au niveau de l'Union africaine, pour s'organiser, se déployer dans les diverses régions du continent. Lorsqu'il y a des conflits, il y a pas mal d'aspects à prendre en compte. C'est-à-dire, premièrement, lorsque l'Union africaine intervient, il faut qu'elle ait l'aval des pays qui sont concernés par le conflit. Donc, c'est toute une organisation qu'il faut revoir, toute une organisation qu'il faut mettre en place pour que l'Union africaine puisse avoir plus de poids, parce qu'on voit que l'envie est là, mais que malheureusement, les moyens ne se mettent pas en place. Donc un problème structurel qu'on va développer au cours de l'émission. Vous l'évoquiez, Jacques, la RDC, on ne peut pas passer à côté de ce conflit. On le rappelle, à la base, ces missions de l'ONU, elles ont pour but le maintien de la paix, de prévenir l'escalade des conflits. On parlait de cette omerta. Pourquoi certaines missions, comme en RDC, aujourd'hui, ces missions de paix, elles échouent à stabiliser le pays? Bon, déjà, le contexte de la RDC est un contexte qui est tout à fait particulier, madame. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que, comme le disait François Fanon dans l'une de ses pensées, c'est que l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve en RDC. Donc aujourd'hui, s'il faut que l'Afrique s'émancipe, se relève,
ou que l'Afrique se reconstruise, il va falloir que la RDC puisse jouer un rôle très fondamental. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer, pour nous qui sommes des scientifiques, moi par exemple qui suis géologue, c'est que les 20 premiers éléments du tableau périodique, toutes les richesses dont le monde a besoin se trouvent en RDC. Vous avez le cuivre, vous avez l'or, vous avez le diamant, vous avez le cobalt, vous avez le manganèse, et vous avez tout. Aujourd'hui, on parle de la voiture électrique. Mais selon vous, on pense à quoi? On pense à la RDC. Parce que c'est là-bas qu'ils vont aller creuser et piocher tout ce dont ils auront besoin pour pouvoir mettre en place cette technologie-là. Donc, on voit très bien que c'est un pays qui a tellement beaucoup de richesses. Et comme on le dit souvent, c'est un scandale géologique. Ça se trouve que voilà, la RDC, pour résoudre un peu son problème, il va falloir qu'il y ait à la tête de ce pays-là des dirigeants patriotes capables de défendre l'intérêt des peuples. C'est ça. Ça peut sembler être un peu anodin, mais la RDC a réellement besoin de ça. Tant que la RDC n'aura pas à sa tête des dirigeants patriotes panafricanistes, je pense qu'on va tourner autour du pot et puis ça sera difficile. Je vois qui c'est, Frédéric. Le gros problème de la RDC, c'est sa taille. Et la grande difficulté qu'a les gouvernements qui se succèdent, c'est de stabiliser un territoire aussi vaste. Et aussi, d'une certaine manière, les frontières sont quand même poreuses. C'est-à-dire que ça se voit avec, par exemple, l'entrée de divers forces sur le continent, dans le pays, qu'il y a une facilité à s'introduire en RDC et aussi à piller ses richesses. Et tant que l'État sur place, entre guillemets, ne pourra pas développer, c'est-à-dire mettre en place des frontières qui sont sécurisées, sécuriser aussi ces populations sur place, on aura des problèmes avec la sécurité, ils auront des problèmes avec la sécurité des populations sur place et aussi le pillage des richesses continuera. Je voudrais vous faire réagir à une déclaration. Vous parliez justement de patriotisme des chefs d'État. Je voudrais citer Paul Kagame qui, le 26 juillet 2023, donc c'était lors du forum de l'Union africaine sur la paix et la sécurité, il cite « Nous devons nous poser la question de savoir si les missions de maintien de la paix sont vraiment efficaces pour instaurer une paix durable. Au Rwanda, nous avons appris que la paix ne peut être maintenue que si nous prenons la responsabilité de notre propre sécurité. » Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la paix des Africains, le développement de l'Afrique de manière générale ne se fera qu'avec les Africains et par les Africains et pour les Africains. Il n'y aura pas d'aide extérieure. Pourquoi? Parce que lorsque des puissances extérieures viennent dans le pays ou bien sont sur le continent, pour pouvoir maintenir la paix, en général, ils viennent pour y défendre, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, ils viennent pour y défendre leurs intérêts. Et tant que les Africains eux-mêmes n'auront pas compris que ces enjeux-là sont vraiment focalisés sur eux et que ce sont eux qui ont la clé en réalité de la paix sur le continent, on sera toujours dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Justement, moi je voudrais rebondir sur la déclaration de Paul Kagame que vous venez de lire tout à l'heure. Mais est-ce que Paul Kagame, la question qu'on peut se poser est véritablement cette personne-là qui pourrait incarner l'espoir ou encore la paix au niveau des pays du Grand Lac? C'est pas anodin. Ouais, je dis tout de suite non. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même ressasser l'histoire, c'est très important. Paul Kagame, c'est lui effectivement qui agresse la RDC sous faux drapeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Rwanda est considéré comme un pays satellite du bloc otanien. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est scientifique, c'est documenté. Donc ça se trouve que quoi? Ça se trouve que Paul Kagame est en train de faire le double jeu. Mais lui, pour faire ce double jeu, parce qu'il est soutenu par des forces extérieures, vous voyez? Donc toutes les déclarations que Paul Kagame peut essayer un peu d'avancer, je me dis que ça n'aura pas d'effet. Le problème de la RDC ne peut être résolu que par les Congolais eux-mêmes. Comme je le disais tantôt, en fait, il n'y a que les Congolais qui peuvent résoudre ce problème-là. Donc les Africains doivent régler leurs problèmes. Et comme la RDC est agressée par le Rwanda, et même l'Ouganda, parce qu'il y a des gens qui oublient souvent, ça se trouve qu'il n'y a que les dirigeants RD congolais qui doivent prendre la situation à bras-le-corps, dire que, écoutez, il va falloir que nous puissions implémenter une autre politique, une politique solide, une réforme structurelle même au niveau de l'armée, et puis changer aussi le partenariat. Parce que depuis longtemps, ils ont essayé avec le bloc occidental, les problèmes ne sont pas résolus. Est-ce qu'il ne sera pas peut-être temps de regarder un peu du côté de la Russie ou encore du côté de la Chine? Vous voyez? Donc on essaie un peu de regarder un peu ce genre de situation. Donc je me dis qu'il n'y a que les Congolais eux-mêmes qui pourraient vraiment faire à ce que ce pays-là puisse se retrouver vraiment sa dignité et encore sa sécurité. Lorsque Paul Kagame fait cette sortie, il parle du Rwanda. On cite de Paul Kagame, oui. On peut citer aussi Macky Sall qui a fait le même type de déclaration en janvier 2024. Il parle du Rwanda, il parle de la situation de son pays. Et qu'est-ce que fait le président Paul Kagame? C'est de défendre l'intérêt des Rwandais. Et lorsqu'il parle lorsqu'il fait cette sortie-là, il parle de comment il a pu résoudre, entre guillemets, le conflit à l'intérieur de son pays. Ça a été parce qu'ils se sont organisés.
Et ils ont réussi à gérer les problèmes du Rwanda et que le Rwanda aujourd'hui, entre guillemets, un État qui plus ou moins fonctionne. Et donc, il y a cette perspective-là qu'il met en avant. Et lorsqu'il le dit, je pense qu'il a raison, et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si les Africains ne prennent pas à bras le corps ces problèmes-là, ces problèmes de paix, ils auront du mal par État, ils auront du mal. Je vais aussi prendre un exemple, le cas par exemple de Bakassi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Bakassi. Bakassi, c'est une presqu'île qui fait la jonction entre le Cameroun et le Nigeria. Lorsqu'il y a eu le conflit à Bakassi, il y a eu des négociations qui ont été mises en place entre le Cameroun et le Nigeria et qui ont été portées par le Cameroun pour pouvoir gérer ce conflit-là. Et donc, ça se voit que le Cameroun, portant le leadership sur ces questions de paix, a pu gérer le problème et tout s'est fait dans la paix. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas attendre de l'extérieur, mais vraiment nous poser les questions par rapport à nos conflits qui nous concernent. Vous évoquez justement les initiatives régionales, continentales. Quel rôle a l'Union africaine, le G5 Sahel dans ce type d'autodéfense déjà, peut-être que je vais vous choquer, c'est que l'Union africaine est une organisation qui est à la solde de l'Occident. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous allez remarquer qu'en 2011, lorsque le président Muammar Kadhafi avait été assassiné par l'OTAN, donc c'était la coalition de l'armée française, américaine et même de la Grande-Bretagne, ça se trouve que quoi? L'Union africaine n'a pas dit mot. Tous les présidents de l'Union africaine n'ont pas réagi. Donc lorsqu'on assassine un président en exercice, l'Union africaine regarde. Pourquoi? Parce que l'Union africaine est une structure purement administrative. Elle n'est pas politique. Je prends l'exemple par exemple de l'Union européenne. À la différence avec l'Union africaine, c'est que chaque président faisant partie de l'Union européenne, par exemple, délègue une partie de sa souveraineté à l'Union européenne. Ça se trouve que quoi? Si, par exemple, aujourd'hui, la France mène une politique, par exemple, au niveau de la pêcherie et ne respecte pas les normes selon les réalités de l'Union européenne, mais Bruxelles peut sanctionner. Et ça va marcher. Si, par exemple, l'Allemagne mène une activité, par exemple, au niveau de l'élevage, tout en ne respectant pas les normes, par exemple, de l'essence de l'Union européenne, ben, Bruxelles peut sanctionner. Parce que chaque président a pu déléguer une partie de sa souveraineté dans cette structure-là pour qu'elle fonctionne. Donc, ça devient une structure qui est capable de sanctionner tant que vous ne vous comportez pas bien. Mais au niveau de l'Afrique, c'est quoi? C'est qu'on assiste à une organisation, mais qui n'agit pas. Pourquoi? Parce que c'est une structure qui est purement administrative, elle n'est pas politique. Parce qu'une structure politique règle des problèmes politiques. Il y a le pouvoir, il y a de l'autorité. Mais or, l'Union africaine, zéro. C'est pour ça que vous allez remarquer que la CEDEAO a eu des problèmes. L'Union africaine ne dit aucun mot. Vous allez remarquer aussi qu'il y a eu des coups d'État un peu partout au niveau du Sahel. Mais le Sahel est agressé. Même là, encore hier, je vais vous rappeler, madame, c'est qu'au niveau de Tombouctou avait été agressé par des groupes terroristes qui utilisent maintenant les drones. Mais l'Union africaine ne dit aucun mot jusqu'à aujourd'hui, aucun communiqué. Donc, on voit très bien que c'est une structure qui est même contre, en fait, les espoirs des Africains. Vous êtes d'accord contre? Moi, je suis d'accord en partie. Je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, celui qui vous finance est celui qui vous contrôle. Et je sais en me documentant que l'Union africaine est financée par l'Union européenne, par les États-Unis, etc. Donc forcément, son action est limitée. Moi, je suis le premier en général à tirer sur l'Union africaine parce que je pense qu'elle ne tient pas pleinement son rôle. Effectivement, je vais dans votre sens lorsque vous dites que c'est plus de l'administration que de la politique. Mais je l'ai évoqué au début de ce débat. L'Union africaine a créé quand même une force en 2004 pour pouvoir intervenir sur le continent africain. Maintenant concrètement, je sais qu'en 2017, il y a eu la première vraie projection de ce projet-là. Maintenant, effectivement, l'Union africaine n'est pas parfaite. Et moi, je suis le premier à le dire. Mais je pense qu'il y a une volonté de faire des choses. Il y a une volonté de pouvoir, c'est-à-dire jouer un rôle prépondérant sur le continent. Il y a cette volonté-là, mais il leur manque que les outils. Premièrement, le premier outil, c'est de, entre guillemets, faire en sorte que les États africains fassent confiance à l'Union africaine. Parce que parfois, l'Union africaine prend des positions qui vont à l'encontre des intérêts des Africains. Et par quoi elle passe justement cette mise en confiance? Elle passe simplement par la possibilité pour l'Union africaine de réellement, c'est-à-dire de sentir, on doit sentir en fait, les États africains doivent sentir qu'il y a une réelle confiance dans cette institution. Il y a beaucoup de scandales au niveau de l'Union africaine. Il y a des détournements, il y a différentes actions qui ne sont pas vraiment claires et on n'a pas forcément l'impression qu'elle va dans le sens des Africains. Mais il y a certaines choses qu'elles font, comme cette force qu'elle a déployée en 2004, qui, bien sûr, peinent à se matérialiser.
Mais on voit qu'il y a quand même une envie. Et je veux juste conclure par rapport à cette force-là, qu'ils ont déployé, du coup, l'Union africaine déploie donc cette force-là. Cette force-là se régionalise, donc elle est dans les 5 régions du continent africain. Et elle tend à résoudre des conflits. C'est-à-dire qu'elle vraiment se positionne pour pouvoir résoudre des conflits. Maintenant, elle est concrètement confrontée à des difficultés. La première difficulté, c'est le déploiement. Elle a du mal à se déployer. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin des transports des pays concernés ou de la région concernée. Mais on se rend compte que les États africains n'ont pas d'abord de transports assez optimaux pour pouvoir se déployer partout. Et deuxièmement, juste pour terminer, on se rend compte que l'Union africaine a un manque de budget par rapport à cela. Donc c'est une réforme de l'Union africaine qu'il faudrait faire pour pouvoir maintenant trouver des solutions par rapport à cette paix. Très rapidement, je serai là peut-être pour une minute. C'est que, en fait, moi, contrairement à ce qu'il est en train de dire, s'il faut qu'on procède sur la réforme de l'Union africaine, moi je dirais tout simplement que c'est une organisation qui mérite d'être dissoute. C'est-à-dire qu'il faut la dissoudre et puis repartir sur de nouvelles bases. Pourquoi je le dis? Parce que, en fait, vous allez remarquer que tous les chefs d'État qui sont actuellement, qui composent l'Union africaine, vous allez remarquer que ce sont des chefs d'État qui ne veulent pas faire les 4 volontés de leur peuple. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont là, ils sont arrivés au pouvoir, certainement parce qu'il y a eu des compromis qu'ils ont eu à faire, ou encore des lobbies qui les ont soutenus. Donc ça se trouve qu'ils ne peuvent pas décider de leur chef, de leur propre chef. Et ça, c'est un problème. Et le deuxième problème, il a soulevé tout à l'heure, il a parlé du budget. Mais lorsque vous regardez un peu les documents sur l'Union africaine, vous allez remarquer qu'à plus de 50%, elle est financée par Bruxelles. C'est Bruxelles qui paie les salaires, les fonctionnaires, etc. Et tout. La main qui donne, c'est cette main-là qui va ordonner. La main qui demande est toujours en dessous de celle qui donne. Ce qui fait que quoi? Si vous me maintenez, vous me donnez de l'argent, mais moi je ne peux rien faire. Je serai obligé de vous devoir l'allégeance et faire les 4 volontés que vous avez besoin. Donc je me dis aujourd'hui, de mon point de vue, il va falloir toutes les organisations africaines sous-régionales, partant de la CEDEAO, l'Union africaine et même la CEMAG et tout le reste, ce sont des ramassis d'unités. Il va falloir qu'on essaie de les dissoudre pour repartir sur de nouvelles bases, créer d'autres structures et avec un paradigme tout à fait panafricaniste. Mais si je vais dans votre sens, ça veut dire que l'Union africaine est à l'image de ses dirigeants en réalité, et à l'image des dirigeants africains. Tout à fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait reprendre, reprendre l'ensemble du modèle politique africain. Absolument. Entre guillemets, je suis tout à fait d'accord. Et repartir sur de nouvelles choses. Mais à l'instant T, des conflits qui, eux, ne s'arrêtent pas, entre la refonte et la dissolution, quelle solution concrète alors pour le moment? Moi, je pense que vous allez prendre, par exemple, l'exemple de ceux qui sont... Une refonte, exactement. C'est-à-dire que sur la refonte, on aura peut-être gagné du temps. On va dire que la chose existe et puis on la reforme. Bon, on peut dissoudre la chose, oui, et puis ça peut prendre du temps de la reconstruire. Mais c'est que je me dis, il faut qu'on essaie un peu d'être clairvoyant. Comprendre que nous avons un problème, et lorsqu'on a un problème, il faut trouver la solution. Mais avant de trouver la solution, en fait, il y a ce qu'on appelle par l'hypothèse, c'est-à-dire que la possibilité à partir de laquelle on émet un raisonnement pour pouvoir arriver à la solution. Donc je me dis que quoi? L'exemple a été démontré, par exemple, aux 3 pays de l'AES. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retirés de la CEDEAO, non? Ils ont formé leur truc à eux. Et aujourd'hui, tant mieux que mal, ça fonctionne. C'est vrai qu'ils ont encore des difficultés. Tout n'est pas rose. On ne va pas quand même leur donner un chèque emploi et tout le reste. Mais on voit très bien que les choses avancent. Donc, je me dis qu'à un moment, il faudrait qu'on soit conscient, qu'on comprenne que l'Afrique a besoin des structures nouvelles, pas celles qui existent déjà, parce que celles qui existent là, depuis les indépendants jusqu'à aujourd'hui, nous avons été au point A en 1960. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Est-ce que ces structures-là ont résolu nos problèmes? Non. Donc, il faut changer de paradigme. Frédéric? Je suis d'accord, effectivement, que si un modèle politique ne fonctionne pas, il faut le réformer. Ça se voit partout. Il y a dans tous les pays du monde, lorsqu'un système ne fonctionne pas et qui ne produit pas d'effets concrets, il faut le dissoudre. Maintenant, je pense qu'il est très important de pouvoir, c'est-à-dire essayer, dans un premier temps, de revoir nos modes de fonctionnement. Non pas forcément dissoudre ces institutions-là, mais essayer de voir à l'intérieur comment on pourrait les améliorer et comment on pourrait sortir, entre guillemets, c'est-à-dire sortir... On a deux visions différentes. Bien sûr. Non, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que comment on pourrait, entre guillemets, faire en sorte d'avoir beaucoup plus de souveraineté. Bien sûr. Et donc, aller dans ce sens-là, aller dans cette vision-là. Je pense que ce n'est pas un problème d'institution, c'est ce que je suis en train de vouloir évoquer. C'est parce que la forme
la forme elle peut être diverse. Le plus important, c'est le fond. Et effectivement, peut-être dans un symbole, casser ces symboles-là pour pouvoir repartir. Tout simplement. C'est une possibilité, mais moi, je pense que le plus important, c'est le fond. Comment on fait pour changer les choses? C'est d'abord la volonté des peuples, c'est d'abord la volonté de nos dirigeants, avant de nous, c'est-à-dire de nous projeter dans quelque forme que ce soit. Et en parallèle, ces missions qui sont toujours, on l'évoquait, en RDC, au Sud-Soudan, qu'est-ce qu'on en fait? Mais ces missions-là, voilà pourquoi j'aime à le dire, c'est-à-dire que vous allez remarquer, parce que dans les missions-là, il faut essayer un peu de décrypter, il faut qu'on aille un peu en profondeur. Il y a les missions des ONG, il y a des missions des multinationales. Déjà, les ONG, c'est quoi? On nous dit que non, ce sont des organisations non gouvernementales. Mais on se rend compte que ces ONG-là, deux fois, s'immiscent dans les affaires politiques des pays africains. Pour preuve, en avril là dernier, au Burkina Faso, il y a Human Rights Watch, qui est une ONG, qui a fait une déclaration comme quoi que l'armée burkinabé aurait tiré sur sa population. Et c'est pour ça que même le Burkina Faso avait demandé à cette organisation de quitter son territoire. Vous voyez très bien. Donc en fait, c'est des gens, ils viennent en Afrique, au lieu de mener leur mission telle que par exemple l'aide humanitaire et tout le reste, mais ils viennent pour s'immiscer dans nos affaires politiques. Ça, c'est un problème. Ça, c'est d'abord les ONG. Bon, on va prendre les multinationales. Ceux qui viennent là pour exploiter le pétrole, l'or, le diamant et tout le reste. Je prends l'exemple par exemple de Eni. Eni qui est une société italienne qui se trouve au Congo-Brazzaville. Mais Eni pompe le pétrole. Le gouvernement congolais ne connaît même pas le nombre de barils que Eni prend là-bas en offshore. Vous voyez très bien? Ça, c'est un problème. Donc, on nous pille, on ne se rend pas compte. Vous prenez Total, qui autrefois s'appelait Elf Aquitaine, Elf, la société française et tout le reste. Mais la politique est la même. Donc, en fait, ces gens-là viennent en Afrique, non pas parce qu'ils aiment les Africains ou encore ils veulent venir aider les Africains. Non, ça, c'est de l'entourloupe. C'est un jeu de mots. Parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique, c'est quoi? Mais comme j'aime à le dire, l'Afrique représente le coffre-fort de toute l'humanité en ce qui concerne les richesses. Tout ce dont vous avez besoin, vous trouvez ça en Afrique. Par exemple, aujourd'hui en Afrique, vous allez remarquer que l'Afrique... Les États ont raison de parler d'ingérence interne. Exactement, ils ont tout à fait raison. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'Afrique qui représente au moins 40% des réserves d'or mondiales, 60% de réserves de cobalt mondiales. 90% de réserves de chrome au monde se trouvent en Afrique. Bon, l'Afrique a beaucoup de pétrole, beaucoup de gaz, beaucoup de terres arables. L'Afrique a le cacao, a le manganèse, a tout ce qu'il faut. Mais toutes ces choses-là ne peuvent qu'attirer l'attention de ceux qui sont à l'extérieur. Parce que, rappelez-vous, hein, la mondialisation économique a été faite grâce au pillage des ressources africaines, notamment le pétrole, l'or, le diamant et tout le reste. Ça, il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on dise la vérité. Et comment, justement? Moi, je suis d'accord en partie avec ce que vous dites, mais je pense que le gros problème dans l'approche que vous développez, c'est que j'ai l'impression que les Africains, entre guillemets, non, les Occidentaux qui viennent chez nous, le font, et vous ne prenez pas en compte le fait que les Africains laissent faire ça. Et c'est ça le problème que nous avons de base. C'est-à-dire que nous avons un manque de leadership. Si quelqu'un se permet de venir faire quelque chose dans votre maison, si quelqu'un se permet de venir faire quelque chose dans votre maison, c'est parce que vous le laissez faire. Effectivement. Et c'est ça le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un problème de leadership, on a un problème aussi de confiance en nous. C'est important de le dire. C'est pour ça que moi je ramène toujours la politique en réalité. Je la personnifie toujours parce que c'est important de savoir que l'action politique, c'est d'abord une envie. Exact. Avant d'être un projet, c'est d'abord j'ai envie de changer les choses. J'ai envie que mon continent se développe différemment. J'ai envie que mon pays se développe différemment. Je prends un exemple. Vous savez que dans l'actualité du 4 au 6 septembre, c'est déroulé en Chine. Le sommet Chine-Afrique. Exactement. On a vu une pléthore de présidents africains partir en Chine pour pouvoir, c'est-à-dire avoir des financements. En gros, c'est ça. Hein. On ne va pas se mentir. C'est pas de la diplomatie. C'est vraiment pour avoir des financements de la Chine qui construit de très grands infrastructures. On sort un peu du sujet, mais c'est lié. De très grandes infrastructures sur le continent africain, dont le continent africain a besoin. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis allé au Kenya et j'ai pu constater, ils ont créé une autoroute qui va de l'aéroport jusqu'à l'autre côté de la ville. Les Kenyans en avaient besoin parce qu'il y a des embouteillages. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes toujours dans des paradigmes qui nous renvoient à une certaine soumission. C'est-à-dire Chine-Afrique, des appellations France-Afrique, États-Unis-Afrique. Jusqu'à quand? Ça, c'est une volonté personnelle des Africains. Exactement. C'est une volonté personnelle de notre côté de pouvoir, c'est-à-dire nous positionner différemment. Pourquoi ne pas imaginer Cameroun, États-Unis, Congo, France? Mais c'est toujours un package de dirigeants africains qui vont vers là-bas. Donc, c'est pour ça que je dis, juste pour conclure,
que nous avons donc ce problème de paradigme, nous avons ce problème de vision. Absolument. Et nous avons ce problème de... Nous sommes aussi capables de prendre des décisions et nous sommes aussi capables de diriger avant de pointer du doigt les étrangers et de dire vous êtes le problème. Exactement. C'est-à-dire que ce que vous dites n'est pas négligeable. Effectivement, je vais dans le même sens. C'est qu'en Afrique, on a besoin de dirigeants conscients et consciencieux qui ont une vision, un changement de paradigme et ensuite une question de volonté politique. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque j'ai pris la parole pendant mon introduction, j'ai parlé du patriotisme. Une fois que nous aurions eu des dirigeants patriotiques à la tête de nos pays, tous ces problèmes-là seront résolus. Parce que croyez-moi, la souveraineté va de pair avec le patriotisme. Si vous n'êtes pas patriote, vous ne pouvez pas être souverain. Avec l'amour. Avec l'amour. C'est-à-dire aimer son peuple. Mais le patriotisme, parce que l'amour de son pays se trouve déjà dans le patriotisme. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut accuser les autres, mais effectivement, nous-mêmes aussi, nous sommes comptables dans notre sous-développement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin quand même d'une nouvelle classe politique. Cette classe-là qui va défendre les intérêts de l'Afrique, qui va comprendre qu'il faut aimer l'Afrique plus que tout. Exactement. Voilà. Et pour revenir à ces intérêts que vous évoquiez, donc les intérêts notamment géopolitiques, comment est-ce que ces intérêts, ils influencent aujourd'hui le maintien de la paix en Afrique? En fait, le gros problème, c'est quoi? C'est que l'économie et la paix, en général, ne sont pas des amants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que concrètement, en général, les personnes qui viennent exploiter des endroits, qui exploitent des minerais, comme vous l'avez évoqué, que ce soit en RDC, le Sud Kivu, qui est problématique depuis des décennies. Exact. Ces personnes qui viennent exploiter ces endroits-là ne sont pas là, et ce sont les puissances étrangères qui le font, il faut le dire, qui viennent exploiter, par exemple, le Sud Kivu avec tous ces minerais, ne prennent pas en compte, en réalité, les besoins des populations. C'est-à-dire que nous, on vient pomper et on s'en... Pardonnez-moi l'expression, on s'en fiche de savoir si l'endroit où nous prenons nos richesses se développe. Donc en fait, il y a ce problème-là, premièrement. Le deuxième problème qui se pose, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a des puissants, lorsque les populations sur place sont donc victimes de tous les sévices que nous connaissons et qu'il y a des forces armées qui se déploient sur place, je pense que ces forces armées, qu'elles soient de l'ONU, que ce soit la MONUSCO, etc., je ne pense pas qu'elle soit venue avec réellement l'intention de régler les choses sur le long terme. C'est ça le problème, c'est qu'on a toujours cette théorie-là qui est et qui se met en pratique. Les intérêts prennent le pas sur... On met entre guillemets un cachet, un temps, et on ne règle pas les problèmes en substance. Et c'est ça le gros problème que nous avons en Afrique. C'est qu'on a besoin de régler les problèmes en substance. Pourquoi il y a un conflit en RDC qui persiste? C'est parce qu'il y a des minerais. Et comment fait-on pour gérer donc ces problèmes-là? C'est en rentrant réellement au fond des problèmes pour trouver des solutions entre Africains. Oui, mais effectivement, c'est-à-dire que tous ceux qui viennent en Afrique, en fait, ils n'ont pas l'idée à ce que l'Afrique puisse être stable. C'est-à-dire qu'ils viennent parce qu'ils doivent créer des instabilités pour rendre ce dont ils ont besoin. Donc chacun vient pour défendre ses intérêts. Donc aujourd'hui, même lorsqu'on vient, on vous dit que, écoutez, la paix, on vient pour vous aider, l'aide humanitaire et tout le reste, en fait, ça c'est juste du maquillage. Mais ce qui est sûr, tant que l'Afrique est dans cette situation de désordre, de chaos total, ça leur fait du bien, c'est normal. Mais d'ailleurs, ça leur profite effectivement. Vous allez remarquer que, mais en fait, les guerres qui se trouvent un peu partout dans le monde, lorsque vous regardez un peu la géopolitique internationale, c'est que plus il y a des guerres, plus ça fait avancer l'économie néolibérale. Pourquoi? Parce qu'il y a des ventes d'armes. Et ça, c'est un commerce très lucratif au monde. Le commerce de vente d'armes. Donc on doit comprendre ça, on doit intégrer ça. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, plus il y a des problèmes, plus il y a des guerres, plus il y a des tensions, plus il y a des crises, mais ça leur fait du bien, le bloc capitaliste. Parce que l'idée, c'est quoi? On crée le désordre, comme ça, vous vous attaquez entre vous, et vous perdez le contrôle de votre sous-sol, et même de vos mers, et en ce moment-là, ils prennent tout ce dont ils ont besoin, et puis ils s'en vont. Le problème aussi, en fait, il faut qu'on reparte d'un point de vue historique. Les Nations Unies ont été créées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les différents programmes qu'on a implémentés sur le continent africain sont des échecs totaux. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça fait, on va dire, 70 ans que les Nations Unies se baladent dans notre continent, mais il n'y a rien de concret qui est fait. Et donc, ça revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que nous avons un problème, c'est qu'on doit, entre guillemets, nous regarder nous-mêmes et voir comment on peut faire sans ces puissances occidentales-là, qui implémentent divers programmes sur notre... Il y a tous les programmes, il y a les programmes liés à l'éducation, il y a les programmes liés à la paix, il y a des programmes liés au commerce, il y a des programmes liés à toutes sortes de choses
mais on se rend compte que ces programmes ne sont jamais, en réalité, ne servent jamais les intérêts des Africains. C'est pour ça que je reviens avec la Chine. La Chine, certes, effectivement, elle ne règle pas les problèmes en substance, parce que lorsque vous venez dans un pays, il est important de faire une passation de compétences. C'est-à-dire que moi, je viens de construire une route, mais je m'assure que les locaux, entre guillemets, ont aussi la capacité de maintenir ces routes et aussi ensuite d'en construire. Donc, en fait, les problèmes que la Chine règle sont des problèmes qui, en réalité, nous bénéficient, mais ne nous bénéficieront pas sur le long terme. Et c'est ça le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est qu'on n'est jamais... On n'a jamais de vision sur le long terme. On est toujours, il faut gérer les problèmes à un point P, un point bien précis. Et nous avons donc de se faire recours aux endettements sur place qui en réalité nous engagent sur des décennies et des décennies et voire même des siècles. Donc c'est le gros problème de l'Afrique. Il faudrait que nous ayons des projets qui soient des projets où nous ayons une vision, où on se dit qu'on va gérer les problèmes les uns après les autres et non pas se dire que je suis en campagne, je vais me faire réélire. Et donc, pour cette raison-là, je vais gérer le problème. Je vais construire cette route, mais dans 20 ans, 10 ans, elle sera obsolète. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura aucun Africain qui aura été formé pour la maintenir, entre guillemets. On va développer évidemment ces questions-là. Après une courte pause, on revient dans un instant. Et on reprend la suite de cette émission de Vox Live. Je rappelle que je suis toujours entourée de mon panel d'invités. On poursuit, vous l'évoquiez tout à l'heure, le rôle les populations locales qu'on oublie souvent dans ce type de conflit. Je rappelle notamment en 2023, il y a plusieurs rapports qui ont révélé des accusations de graves abus sexuels et de violences commises par des membres de la MINUSCA contre les civils centrafricains. Est-ce que ce genre d'attaques, ce genre d'abus, ça accentue encore plus la défiance des populations locales et ça remet encore plus en question ce rôle Effectivement, alors je vais prendre des exemples qui sont concrets. Par exemple, la force Barkhane qui avait été déployée en Afrique de l'Ouest et qui a été retirée, entre guillemets. On a entendu après ça énormément d'exactions qui ont été commises contre les populations. C'est-à-dire que les personnes qui viennent nous soutenir, normalement, qui viennent soutenir et essayer d'instaurer la paix, ne sont pas dans une démarche totalement neutre, de manière générale, vis-à-vis des populations. C'est-à-dire qu'il y a aussi un mépris de ces populations-là, parce qu'il faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'en général, les soldats, quand ils viennent sur place, certes, ils viennent pour remettre de l'ordre, mais aussi, il y a ce mépris, il y a cette infantilisation, le fait que nous-mêmes nous ne soyons pas capables d'assurer notre propre défense fait en sorte que, en réalité, personne ne nous prend au sérieux parce qu'on a du mal nous-mêmes à nous déployer dans notre propre région et on a besoin de forces extérieures. Donc les abus, tant qu'il y aura une force extérieure qui viendra chez nous pour pouvoir nous aider, ils se poursuivront. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut dire qu'aujourd'hui, par exemple, les missions qui sont menées en Afrique, c'est des missions qui sont un peu tout à fait complexes. Parce qu'il faut rappeler par exemple le cas malien. Au Mali, le Mali a connu une période longue mais très difficile, dure, de 2011-2012 jusqu'au mois 2022. On a parlé de Barkhane, on a parlé de beaucoup d'opérations et tout le reste, mais c'est qu'il y avait des territoires maliens que même les forces qui étaient censées venir aider le Mali interdisaient aux Fama d'y avoir l'accès. Je prends par exemple l'exemple de Kidal. Kidal qui était un territoire malien, mais à l'époque, ça faisait au moins 12 ans, 13 ans avant que le Mali ne récupère ce territoire-là. Le président Assimi Goïta, qui est actuellement à la tête du pays, il avait fait un communiqué comme quoi il l'avait même dit. Il a dit que lui, on lui avait interdit de mettre pied là-bas. Donc on voit très bien que c'est des gens qui disent qu'ils viennent vous aider pour que vous puissiez vous sécuriser, mais ils vous interdisent. Mais pourquoi? Mais parce que lorsque les gens ont essayé un peu de creuser, ils ont regardé, ils se sont dit quoi? Ils disent mais Kidal, c'est une localité qui a beaucoup de richesses. Il y a l'or là-bas, il y a le pétrole et tout le reste. Donc on voit très bien qu'ils viennent non pas pour nous aider, mais ils viennent pour faire leurs affaires. Pour sécuriser, ils sécurisent la zone pour que leur multinationale puisse puisse bien profiter des richesses qui se trouvent dans cette localité-là. Et les civils restent les principales Exactement, victimes. Et les civils restent les principaux, les principales victimes, voilà, on va dire. Donc je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on regarde, qu'on essaie de revoir un peu notre sécurité, la défense surtout de nos pays. Parce qu'il n'y a pas que la terre, mais il y a aussi, au moment où nous parlons là, mais il y a des sous-marins atomiques au niveau de l'océan Atlantique qui nous contrôlent, même au niveau de l'espace aérien. Donc il faut sécuriser les pays, que ce soit au sol, dans l'espace, au niveau des eaux et tout le reste, il faut le faire.
Parce que tant qu'on ne va pas sécuriser nos pays, ben je pense que ce sera difficile vraiment qu'on parle de souveraineté. Parce que la souveraineté passe d'abord par la sécurité. Et lorsque je parle de la sécurité, effectivement, il y a la sécurité militaire, territoriale, mais aussi la sécurité monétaire. Il y a aussi la sécurité alimentaire. Très souvent, on mange des choses qu'on ne contrôle même pas. Donc, il faut qu'on aille aussi vers l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez? Donc, c'est des secteurs au moins nous devons regarder. C'est un peu de développer ces secteurs-là. L'agronomie, l'élevage, l'agriculture. Aujourd'hui, lorsque vous voulez faire l'agriculture, par exemple, en Afrique, on a tendance à se moquer de vous parce qu'on se dit que bon, l'agriculteur, c'est celui qui met un pantalon déchiré avec un t-shirt, par exemple, froissé et tout, donc on a honte. Mais alors qu'en Europe, ceux qui vraiment ont l'argent ici en Europe, ce sont des agriculteurs. Donc je pense qu'il faut aussi regarder un peu ces secteurs-là. C'est vrai que je me suis un peu étendu, mais c'était pour faire comprendre que la notion de sécurité, c'est une notion qui est tout à fait vaste et il va falloir qu'on essaie un peu de regarder certains éléments. Pour rebondir, ce qui vient d'être dit, la notion d'État. Il faut d'abord faut la définir. Qu'est-ce qu'un État? Un État, c'est un peuple, c'est un territoire et ce sont des institutions. Et en général, dans beaucoup de pays africains, en tout cas d'Afrique subsaharienne, on n'a pas le contrôle de notre territoire. On n'a pas des institutions fortes. On a une population, mais on n'a pas les deux autres éléments, les deux autres composantes qui sont prépondérantes à la souveraineté d'un État. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous ne sommes pas des États. Nous sommes juste des administrations et maintenant chacun essaie de faire comme il peut. C'est ça. Dans son espace, qui ne contrôle en général même pas. Parce que si vous regardez même les pays africains de manière générale, vous verrez qu'il y a toujours des conflits qui sont soit aux frontières, qui sont soit près des grandes villes, ou bien, je prends un exemple concret, par exemple, au Cameroun, il y a cette petite phrase qui dit lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ça veut dire quoi? Tant que les institutions sont fortes à Yaoundé, même si nous n'avons pas le total entier contrôle de notre territoire, le Cameroun continuera de fonctionner. Et c'est la même chose dans tous les pays africains. Tant que les capitales restent intouchées, vous verrez que, vous prenez par exemple un exemple, vous verrez que par exemple au nord de ce pays-là, même le chef d'État n'a même pas accès à ça, ça remet à ce que vous disiez. Tout à fait. Parce que les gens n'ont pas le contrôle nous n'avons pas le contrôle de nos territoires et de nos frontières. Il est très important qu'on puisse stabiliser cela et qu'on puisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, se regarder entre nous et voir comment on peut interagir entre États. Parce que nous avons quand même des moyens. On n'est pas totalement délaissé et totalement sans possibilité de pouvoir réagir. Il faudrait qu'on crée des forces qui soient réellement africaines. Et moi, je pense que ça passe par, non pas l'Union africaine, mais par la régionalisation. On a des zones. Il y a la zone CEMAC, bon, la CEDEAO est ce qu'elle est aujourd'hui, mais il y a des zones qui permettent un déploiement rapide. Et en général, ces zones-là, ces régions-là ont beaucoup de choses en commun. Parfois, elles partagent la même monnaie. Parfois, ils partagent des mêmes valeurs. Donc, c'est pour ça que je pense que l'Afrique doit d'abord se régionaliser avant de se continentaliser. Exactement. Il faudrait qu'elle se régionalise. Justement, en fait, il a soulevé un point très important lorsqu'il dit, ça peut paraître trivial ce qu'il dit, mais c'est très profond. Lorsqu'il parle que nous n'avons pas d'État, il a parfaitement raison. Nous avons des États parias. C'est-à-dire nous avons hérité des enclos coloniaux que les autres nous ont laissés. Et ça se trouve que quoi? Puisque vous n'avez pas d'État, vous n'avez pas de monnaie. Vous ne choisissez pas vos dirigeants vous-même, les peuples. Donc on vous impose les dirigeants. C'est pour ça que nous devons d'abord commencer à créer nos propres États. Et moi, comme j'aime à le dire, par exemple, la zone qui a été colonisée par la France, par exemple, notamment, c'est que moi j'ai 4 éléments qui doivent être vérifiés pour qu'un État soit souverain. Pour le cas des pays qui ont été colonisés par la France, le premier élément, c'est quoi? C'est que vous devez faire partir toutes les bases militaires étrangères sur votre sol. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il doit y avoir la suppression du franc CFA. Le troisième élément, le peuple doit être capable de choisir ses dirigeants. Pas qu'on lui impose les dirigeants. Et enfin, le quatrième élément, c'est lorsque vous avez la liberté de choisir vos partenaires. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui la France est en bisbille avec la Russie que moi, je ne peux pas faire le partenariat avec la Russie. Non. Je dois être libre dans mes choix de partenariat. Donc, je pense qu'une fois que ces 4 éléments seront vérifiés en Afrique, en ce moment, on va parler de souveraineté totale. Donc, il va falloir qu'on essaie de créer nos États,
Mais ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? Lorsqu'il parle, par exemple, au lieu de parler de l'unité continentale, il faut parler un peu de l'unité sous-régionale. C'est aussi bien, il n'a pas tort, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'avec tous les présidents là, qui sont habitués à voir les honneurs, les tapis rouges, les groupes d'animation, beaucoup d'argent en banque et tout le reste, leur dire déjà, écoutez, aujourd'hui, mettez-vous ensemble, débarrassez-vous de vos souverainetés, ça sera difficile. Ils ne vont pas accepter. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que l'Afrique est grande, on peut déjà dire... Quelles alternatives, justement, exactement. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, écoutez, on fait par exemple l'unité de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qu'on voit? On dit, bon, on décide, on fait une unité, par exemple, le Congo, le Cameroun, le Tchad ou encore la RCA, vous mettez ensemble en bloc. On va du côté de l'Afrique de l'Ouest. On regarde un peu le Burkina Faso. Déjà, ils ont commencé tout ça, l'AES. S'ils peuvent prendre encore le Sénégal et tout, ils se mettent ensemble. On va en Afrique australe. On prend aussi d'autres pays, tout ça, ils se mettent ensemble. Et avec le temps, on verra qu'on finira toujours par créer un grand ensemble. C'est ce qu'il faut faire. Parce que tant qu'on va rester seulement comme ça, un peu dispersé, je pense qu'il sera difficile vraiment qu'on puisse gérer vraiment nos sécurités. Non, en fait, effectivement, je suis d'accord dans le sens où lorsque, effectivement, si vous vous positionnez pour enlever la souveraineté à ces États-là, ils ne vont pas accepter. Ils vont pas accepter. Mais on regarde maintenant, aujourd'hui, regardons un peu le monde qui nous entoure. C'est très important de le décrypter. En général, lorsque vous avez dans le monde des puissances, elles sont régionalisées. On a l'Union européenne ici, on a aux États-Unis les États-Unis qui sont avec le Mercosur, qui se sont alliés au Canada et au Mexique. On a de l'autre côté la Chine qui est comme un continent. En réalité, la Chine, c'est immense. On a l'Inde aussi. Et nous avons, les Africains, on est segmentés en 52, 53 États, 54, peu importe. Et chacun veut jouer sa partition. Et c'est difficile. On ne peut pas se positionner. Tu ne peux pas lutter en tant que, par exemple, je prends le cas du Cameroun parce que je suis Camerounais. On ne peut pas lutter en tant que Camerounais face aux États-Unis parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Il y a un marché qui est beaucoup plus grand, plus vaste. Et on a dit tout à l'heure que l'Union africaine n'a pas la solution. C'est-à-dire que l'Union africaine, le fait qu'elle ne soit pas souveraine, ne peut pas implémenter quoi que ce soit sur le continent. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela sous-entend donc que les États doivent s'organiser eux-mêmes, se mettre ensemble pour pouvoir maintenant développer une économie interne. C'est vrai qu'il y a la ZLECAf qui a été mise par l'Union africaine, mais on voit que il y a des problèmes qui se mettent en place. Pourquoi? Parce qu'il y a une difficulté d'harmonisation. C'est-à-dire que je prends un dernier exemple pour juste étayer la ZLECAf. C'est-à-dire que si jamais on se retrouve avec un pays qui produit par exemple la RCA, je sais qu'ils produisent pas beaucoup de choses. Et on prend aussi le cas du Maroc qui a une plus grande variété de produits et après se mettre en concurrence, qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, il y a toutes ces questions-là qu'on doit régler et ce sont des questions économiques, sociales, politiques. C'est l'ensemble. Les solutions politiques durables. Exactement. Donc on est dans cette vision-là. Parce que la chose qui va sauver l'Afrique, c'est l'unité politique, l'unité du continent. Il faut que les Africains se mettent ensemble, qu'ils forment un seul bloc, un seul État fédéral. Ça a été dit par tous les dévanciers. Vous prenez Kwame Nkrumah, il a dit, l'Afrique doit s'unir. Vous prenez les Sékou Touré, les Lumumba et tout le reste. En fait, ce sont des gens qui avaient déjà vu loin. Ils avaient une vision à long terme. Parce qu'ils se sont rendus compte que l'Afrique, tant qu'on sera séparés comme ça, on ne va jamais avancer. Et c'est le schéma qu'a utilisé les États-Unis d'Amérique. Ça peut paraître utopique lorsqu'on dit aux gens, mais les Africains doivent s'unir, tout ça. Ah, mais non, est-ce qu'on pourrait? Mais non, on peut bien le faire parce que nous sommes tous des êtres humains. Si les Américains l'ont fait dans le passé, et pourquoi pas les Africains? Parce que souvenez-vous, c'était aussi des débats comme ça aux États-Unis. Les États-Unis, lorsque les États-Unis ont été faits à Philadelphie, à l'époque, c'était un vieillard qui avait 82 ans, Franklin Benjamin. Autour de lui, il y avait un monsieur qui avait 55 ans, George Washington, le général. Celui qui sera d'ailleurs le premier président des États-Unis. Ensuite, il y avait John Adams, il y avait Jefferson qui va écrire la Constitution des États-Unis et tout. Donc, tu vois, c'est des gens qui ont travaillé, ils étaient jeunes, autour d'un vieillard, ils ont réfléchi, ils ont fait l'essai. Et l'essai s'est transformé à quelque chose de durable. Et aujourd'hui, les États-Unis raflent tous les prix Nobel du monde. Ils sont forts, ils sont écoutés, ils gèrent la technologie et tout. Donc je pense que les Africains aussi peuvent faire ça. Mais pourquoi? Mais nous, au contraire, on a même quelque chose encore de plus, puisque nous avons un sous-sol qui est même plus riche que le leur. Donc je pense que les Africains peuvent le faire. Et d'ailleurs, si on traîne trop le pas, on risque d'être surpris dans l'avenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tel que l'ordre mondial est en train d'être basculé vers le sud global, au niveau des BRICS+, ça se trouve que le monde occidental ne va pas apprécier cela. Et donc ne soyez pas surpris qu'un jour, que l'Afrique puisse être envahie. Et donc les Africains, c'est maintenant ou jamais. C'est pour ça que moi j'aime à lui dire, pour qu'on puisse sécuriser notre continent,
il faut que les Africains puissent mettre en place un projet sur l'arme nucléaire. Parce que pour préparer la paix, il faut préparer la guerre. Tant qu'on n'a pas le nucléaire, ça va être difficile pour nous. La Corée du Nord, c'est un petit pays, non? La Corée du Nord a l'arme nucléaire, mais on ne lui donne pas des injonctions. Hein. D'ailleurs, il fait peur. C'est pas n'importe qui peut parler avec lui. Donc je pense que les Africains, il faut qu'on essaie de mettre en place des grands projets politiques qui seront capables de sécuriser les Africains et de redonner à l'Africain vraiment son bien-être et puis son développement. Donc on l'entend, une unité politique. Et est-ce qu'en l'espèce, si on revient vraiment sur l'intitulé de base de l'émission, est-ce que selon vous, en ayant tout le temps ces missions de maintien de la paix, dans le cas où elles sont actuellement, est-ce qu'on tend vers des conflits ouverts? Est-ce qu'il y a un risque vraiment de maintien de la guerre plutôt que de maintien de la paix? Bon, mais oui, mais les conflits sont déjà ouverts, d'autant plus que s'il faut qu'on prenne par exemple le cas de la RDC, on voit très bien que jusque-là, Paul Kagame et Tshisekedi n'arrivent pas à trouver des compromis. On voit du côté du Soudan, vous l'avez parlé tout à l'heure. Au Soudan aussi, alternance jour-nuit, il y a des morts, les gens ne font que mourir et tout. Il y a une crise politique qui est tout à fait profonde là-bas. Donc, il n'y a pas de paix. Bon, on va aller aussi de quel côté? On va du côté de l'AES. On voit très bien aussi là-bas, c'est toujours des attaques. Les populations sont toujours un peu alertées parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Donc, on voit très bien que... Mais ces missions onusiennes aujourd'hui, elles alimentent cette instabilité, cette insécurité. Bien entendu. Madame, écoutez, c'est-à-dire que l'ONU n'a pas aucune... aucune raison de stabiliser l'Afrique. En fait, il faut juste se baser sur l'historique. L'ONU n'a aucune raison de stabiliser l'Afrique. Ouais, il faut juste se baser sur l'historique. Exact. C'est-à-dire que l'historique, qu'est-ce que l'historique nous montre? Je l'ai dit tout à l'heure, l'ONU court sur notre continent depuis des décennies et des décennies. Où en sommes-nous aujourd'hui? On n'est nulle part. C'est ça. On n'a pas de développement économique concret. Peut-être dans certains pays comme l'Afrique du Sud, etc., ou bien le Nigeria, qui a aussi un développement économique qui peut être plus ou moins intéressant. Mais on se rend bien compte que on a été sujet de tellement de programmes onusiens, tellement de programmes, que ce soit les relances économiques, même les plans Marshall africains, on en a connu plusieurs. Mais au jour d'aujourd'hui, on en est où concrètement? On n'est nulle part parce qu'en fait, il faut pas dissocier. C'est ça l'essence même du débat en réalité. C'est qu'on ne peut pas dissocier la paix de l'économie. On ne peut pas dissocier la paix de la sécurité. On ne peut pas dissocier la paix du politique. On ne peut pas dissocier la paix de ce qui se fait. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une situation où on nous donne quelque chose avec une main et de l'autre côté, on nous prend autre chose. Ce que je vais évoquer par là, c'est quoi? C'est que d'un côté, on nous amène des casques bleus, mais de l'autre côté, ils maintiennent leur multinational sur notre continent. Donc en fait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est dans une situation où, en réalité, ce qui se met en place avec les Occidentaux, avec les autres forces extérieures au continent, nous venons vous aider, mais en réalité, nous vous prenons aussi. Parce que je sais que les États africains se sont endettés. Et c'est cette dette-là qui a fait, entre guillemets, qui a fait du mal à nos économies, qui fait qu'on rembourse une dette, et en plus de ça, nous cherchons à nous développer. Donc, comment vous êtes quelqu'un qui vient nous aider, mais de l'autre côté, vous nous réclamez de l'argent? Maintenant, pour recentraliser un peu le débat, pour rester dans la sphère du débat, c'est que ce qu'il dit là, mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que l'ONU a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça se trouve que nous, la majorité de nos pays en Afrique, nous avons connu les indépendances en 1960. Et je l'ai dit tout à l'heure. Si vous prenez 1960 jusqu'à aujourd'hui, donc nous étions au point A, nous sommes arrivés par exemple au point Z. Avec l'ONU et tout le reste, les banques mondiales, les clubs de Paris, de Bruxelles, de Londres et tout le reste, pour nous aider. Rien n'a changé en Afrique. Rien n'a changé. Les pays ne font que s'enfoncer. Rien n'a changé. Rien n'a marché. On a eu des coups d'État, les conférences nationales, on a changé les présidents qui ne faisaient plus les 4 volontés, on a tué les Lumumba, les Sankara et tout le reste. Donc on voit très bien que l'ONU, je pourrais même dire, joue un rôle de pompier pyromane. Ça n'est d'un côté, il attise le feu, et de l'autre, il vient faire semblant de vouloir éteindre le feu. Mais pourquoi? Mais parce que l'ONU n'a aucune raison de voir l'Afrique se stabiliser. Ça, parce que sinon les hauts commissaires n'auront plus des salaires, ils n'auront plus le diamant, ils n'auront plus le pétrole. Il faut le dire. Il faut l'évoquer au début, c'est à l'Afrique de se réformer dans sa politique. C'est à l'Afrique de prendre conscience. Il n'y a que l'Africain qui va sauver l'Afrique. C'est tout. Pour ça, on est d'accord. Il n'y a que l'Africain qui sauvera l'Afrique. S'il s'agit de la communauté internationale, de l'ONU, n'y comptez même pas. Et ça se voit avec l'historique, comme évoqué précédemment. Tout simplement. Donc c'est cette essence-là en réalité. C'est cette essence-là qui fera, entre guillemets, l'essence africaine, qui fera qu'on puisse régler nos problèmes nous-mêmes. Et on se voit, par exemple, vous tout à l'heure, vous avez évoqué
le fait que vous avez parlé de l'ONU, entre guillemets, de sa création, mais il y a aussi la conférence de Berlin en 1885 ou 95. Je n'ai pas la date exacte. 84-85. 84-85, qui a découpé totalement nos États et qui a, entre guillemets, mis des populations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Maintenant, le mal est fait. C'est-à-dire que maintenant, il y a des personnes, par exemple, au Cameroun, je prends le Cameroun, on a une variété d'ethnies qui, entre guillemets, qui pensent avoir des intérêts divergents, mais qui en réalité ont le même problème. Bien sûr. On a un même problème. Et en fait, parce que les guerres qu'il y a en Afrique en général, elles sont d'abord interethniques, hein, il faut le dire. Hein. C'est-à-dire une ethnie n'apprécie pas une autre, ou bien une ethnie pense que elle a le pouvoir, elle doit avoir le pouvoir par rapport à une autre. On pense à l'exemple de l'Éthiopie avec le Tigré notamment. Exactement, l'Éthiopie, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Je ne sais pas si vous lisez dans mes pensées, mais c'est exactement ça. Donc il y a une succession entre guillemets et le pouvoir africain, et je vous renvoie au livre de Jean Ziegler, le pouvoir africain, qu'est-ce qu'il dit? C'est que le pouvoir africain est d'abord ethnique. Donc en réalité, nous avons des conflits interethniques parce qu'on nous a monté les uns contre les autres. Par exemple, je pense que le cas du Rwanda. Exactement, ça il faut le dire. Voilà. On nous a monté les uns contre les autres. Mais on n'est pas non plus. Mais nous aussi, on doit quand même avoir l'intelligence de se dire, ah maintenant il faut qu'on travaille ensemble. Je prends un dernier exemple, par exemple, la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne se sont combattues. Aujourd'hui, elles travaillent ensemble parce qu'elles ont compris que la menace extérieure est plus importante que la France. C'est-à-dire l'Allemagne a compris cela. Et donc, il faudrait que les Africains comprennent que interethniquement, nous avons les mêmes aspirations. Nous voulons un développement un continent qui fonctionne, un continent qui se développe. Et donc, il serait bon de travailler ensemble. Absolument. Absolument. Il faut prôner... Je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci, d'accord. Écoutez, je crois qu'on venait de faire un tour d'horizon. Je crois que la thématique était tellement dense. On n'a pas pu évoquer tout ce dont on avait prévu. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Africains, ils doivent comprendre qu'ils doivent se mettre ensemble. Il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils comprennent que l'intérêt collectif doit d'abord primer avant tout. Le co-débatteur disait tout à l'heure, il a parlé de l'Allemagne et la France. La France serait une colonie allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les deux se regardent en chaîne de faïence. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés à surmonter leurs divergences. Ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand. Donc je pense que les Africains aussi, à un certain moment, ils doivent comprendre que, écoutez, nonobstant les petits problèmes que nous pouvons avoir en interne, les problèmes ethniques, les problèmes des petits égos et tout le reste, mais il n'y a que l'Afrique qui compte. Donc plus on est ensemble, plus ça sera mieux pour l'Afrique. Et en ce moment-là, on ira vers le chemin du développement. Alors, juste pour conclure... Le dernier mot de la fin. Oui, le dernier mot de la fin, effectivement. Moi, je vais me tourner vers la jeunesse. La jeunesse africaine. Nous avons regardé nos aînés diriger notre continent. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en réalité, on n'est nulle part. Il faut le dire clairement. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses qui se mettent en place, mais ça ne va pas assez loin. Pourquoi? Parce que les attributs avec lesquels nos dirigeants ont dirigé n'ont pas été assez efficaces pour nous permettre, nous, à la jeunesse, d'émerger et d'avoir un avenir plus ou moins serein. Et donc, c'est très important que la jeunesse refuse les schémas qui nous ont été imposés, parce que ces schémas-là nous conduisent à quoi? À l'insécurité, nous avons parlé de manque de paix, nous avons parlé de problèmes économiques, tout ça c'est lié. Donc la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités et se dire, et c'est déjà ce qui se passe avec des chaînes panafricaines comme celle-ci par exemple, ou avec des mouvements panafricains qui naissent. Nous en avons marre des schémas qui nous ont été imposés depuis la fin des indépendances. Nous voulons une nouvelle vision, une vision qui va nous permettre de développer notre continent avec les Africains, par les Africains et pour les Africains. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. J'étais entourée aujourd'hui de Jacques Mounombo, analyste politique et ingénieur géologue. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je me tourne vers vous. Merci Frédéric Tchouni. Vous êtes analyste politique et vous nous avez accompagnés tout le long de l'émission. Merci de nous recevoir. Merci d'avoir suivi cette édition de Vox Live et à très vite sur le plateau. Merci. Après 2 saisons réalisées et produites en Côte d'Ivoire, la production Chacha Talks pose ses valises au Cameroun pour la toute première fois. Ça fait 39 ans que les femmes
Une journée internationale, qu'est-ce que ça a changé? Nous sommes complémentaires dans la société, l'homme et la femme. Mais je rêve d'une société où la jeune fille peut se lever et dire qu'elle veut devenir pilote de ligne, elle veut devenir journaliste. Quel est votre vœu pour la jeune fille entrepreneur camerounaise et africaine? Mon vœu, ce serait vraiment qu'elle puisse s'exprimer sans contrainte aucune, que ce soit professionnelle, familiale. C'est une saison inédite, consacrée aux femmes qui font bouger les lignes de l'entrepreneuriat au Cameroun. On privilégie surtout les matières qui sont adéquates avec le climat. Il fait très chaud à Douala. Parce que l'art, c'est vraiment quelque chose qui nous inspire, c'est quelque chose qui a de l'impact et de l'attrait dans notre manière de voir les choses. Et ici, c'est là où la stratégie et le commercial se mixent. La diversité des secteurs d'activité et le dynamisme de ces femmes sont une des valeurs sûres sur lesquelles est axée cette saison. Retrouvez très bientôt la spéciale saison Chacha Talks Cameroun sur Vox Africa. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière.